La guerre froide ne surgit pas de nulle part en 1945, ni même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ses racines plongent bien plus profondément dans l'histoire du tournant du XXe siècle, au moment précis où deux phénomènes distincts convergèrent pour remodeler l'ordre mondial. La transformation des États-Unis et de la Russie en empire chargé d'une mission internationale, et l'aggravation irrémédiable de la fracture idéologique entre le capitalisme et ses adversaires. C'est de cette double matrice, géopolitique et doctrinale, que naquit le conflit le plus structurant du siècle passé. L'histoire du monde à la fin du XIXe siècle est avant tout l'histoire de l'irrésistible montée en puissance de l'Amérique. En l'espace de 50 ans, entre la guerre de sécession et la Première Guerre mondiale, le produit intérieur brut américain fut multiplié par plus de 7. La production d'acier, qui ne représentait que 5% de celle de la Grande-Bretagne en 1870, était 4 fois supérieure à celle de Londres en 1913. À cette date, les États-Unis détenaient davantage de brevets industriels que tout autre pays au monde. La conjonction du progrès technologique et de l'abondance des ressources naturelles avait engendré un mastodonte du développement capitaliste qui, en l'espace d'une génération, allait réduire tous ses concurrents à la portion congrue. Ce qui singularisa cette ascension, c'est qu'elle ne profita pas seulement à une élite restreinte. Contrairement aux grandes puissances précédentes dont la croissance avait principalement enrichi les couches dirigeantes, laissant le peuple ramasser les miettes de l'empire, les États-Unis créèrent une société de consommation de masse à laquelle chacun pouvait aspirer à participer. Immigrants récents et afro-américains compris, même si ces derniers restaient par ailleurs victimes de discrimination systémique et privés de tout pouvoir politique réel. Les nouveaux produits offraient statut et commodité, l'expérience de la modernité, incarnée dans les biens fabriqués par les nouvelles technologies, définissait désormais ce que signifiait être américain. La transformation, le nouveau départ, la fertilisation mutuelle des ressources et des idées dans un pays qui semblait ne connaître aucune limite. C'est à la fin du XIXe siècle que ces notions d'unicité, de mission et d'abondance se fondirent pour produire une idéologie de politique étrangère d'une cohérence et d'une force remarquables. Dans l'esprit américain, les États-Unis n'étaient pas un pays comme les autres. Ils étaient plus modernes, plus rationnels, plus avancés. Et cette supériorité impliquait des obligations à l'égard du reste du monde, encore dominé par les vieilles puissances européennes. Les Américains estimaient qu'il leur incombait d'aider ce monde à se reconstruire à leur image. Cette conviction était profonde, mais elle engendrait un désaccord fondamental sur les moyens. Fallait-il se borner à donner l'exemple du républicanisme et de l'entreprise, à la manière des pères fondateurs? Ou intervenir directement pour mettre le monde en ordre, en utilisant au besoin la puissance américaine? La guerre hispano-américaine de 1898 trancha la question par les faits. En moins de 4 mois, les États-Unis se taillèrent un empire colonial comprenant les Philippines, Guam, Porto Rico et Cuba. Le premier gouverneur américain des Philippines, William Howard Taft, en fit un laboratoire du développement à l'américaine. Capitalisme, éducation, modernité et ordre. Devenu président en 1908, Taft théorisa la diplomatie du dollar. La puissance économique américaine mise au service d'objectifs stratégiques à l'étranger, des Caraïbes à l'Asie. En 1914, les États-Unis étaient une puissance mondiale, mais leurs dirigeants restaient partagés sur la nature précise de leur rôle sur la scène internationale. Ce dilemme fut résolu provisoirement par Woodrow Wilson. Convaincu que la mission américaine était de remettre le monde sur la bonne voie, il intervint 2 fois au Mexique et prit la décision en 1917, d'entrer dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Sa vision était celle d'un internationalisme libéral. La démocratie et le capitalisme de marché devaient se répandre à travers le monde, sous l'égide d'une organisation internationale nouvelle, la Société des Nations. Mais Wilson était aussi un homme de son temps, et de son milieu. Ses conceptions de la mission américaine s'inscrivaient dans une hiérarchie raciale assumée, selon laquelle les peuples blancs d'Europe occidentale étaient seuls pleinement prêts à s'autogouverner, tandis que les latino-américains, les asiatiques et les africains nécessitaient une longue période de tutelle avant d'être admis à la table des nations souveraines. Pendant que les États-Unis construisaient l'avatar le plus accompli du capitalisme mondial, la Russie impériale incarnait aux yeux de nombre de ses contemporains sa négation la plus radicale. Sous le règne du tsar Nicolas II, 1894-1917, l'industrie et le commerce se développèrent certes, mais le gouvernement comme une grande partie de l'opposition s'attachèrent à trouver des voies alternatives qui épargneraient à la Russie la brutalité de la transformation capitaliste. L'Empire russe s'était étendu sans relâche, de l'Europe orientale jusqu'en Asie centrale et en Mandchourie, de la Baltique à la mer Noire, du Caucase au Pacifique, il recouvrait un territoire presque 2 fois plus grand que les États-Unis continentaux, peuplé de dizaines de nationalités différentes. À l'intérieur de cet empire, les idées nouvelles et les traditions anciennes se livraient à un combat permanent. Les conseillers du tsar voyaient dans le marché une corruption des valeurs qui fondaient la russité, la hiérarchie, l'authenticité, l'empathie et la religion.
Même ceux qui s'opposaient au tsar partageaient souvent le sentiment que les formes naturelles et directes de la vie communautaire étaient menacées par des modes de vie inauthentiques importés de l'étranger. Ce rejet du capitalisme libéral, que l'on retrouvait aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, créa un terreau particulièrement fertile pour les mouvements révolutionnaires. Dans ce cœur anticapitaliste, le Parti social-démocrate occupait une place particulière. Fondé en 1898 et ancré dans la pensée marxiste, il entretenait des liens étroits avec le mouvement ouvrier européen. Dès 1903, la police tsariste avait contraint la plupart de ses dirigeants à l'exil. C'est à Londres que se tint son deuxième congrès, au cours duquel le parti se scinda en deux factions, les bolcheviks, la majorité, et les mencheviks, la minorité. Cette division était autant personnelle que politique. Beaucoup de militants ne supportaient pas le contrôle total que Lénine, désormais à la tête des bolcheviks, voulait exercer sur l'organisation. Vladimir Ilitch Ulyanov, qui avait pris le nom de guerre de Lénine d'après la rivière Lena, était né en 1870 dans une famille de la bourgeoisie libérale. L'événement décisif de sa jeunesse fut l'exécution en 1887 de son frère aîné Alexandre, membre d'un groupe terroriste de gauche ayant projeté d'assassiner le tsar. Vladimir rejoignit une association étudiante radicale et dévora les textes en russe, en allemand, en français et en anglais. Arrêté en 1897 et banni en Sibérie, il y passa 3 ans, lisant, écrivant et organisant depuis une isba paysanne sous surveillance policière. Dans son premier grand ouvrage, Que faire, publié en 1902, il formula sa théorie du parti révolutionnaire, une avant-garde de professionnels disciplinés, épurés de ses éléments flottants, capables de guider les masses vers la révolution. Sorti d'exil, Lénine était prêt au combat. La première occasion sérieuse pour les révolutionnaires russes se présenta de façon tout à fait inattendue. En 1905, l'Empire fut humilié militairement par le Japon, une puissance non européenne, ce qui constituait en soi un choc pour les consciences. Et la défaite déclencha de gigantesques manifestations antigouvernementales à Moscou et à Saint-Pétersbourg. La révolution de 1905 fut finalement réprimée, mais elle révéla la fragilité du régime tsariste. Ce n'était qu'un premier signal. Le signal définitif vint en 1914. Les élites européennes, en envoyant leurs jeunes hommes à la guerre, s'engagèrent dans une forme de suicide collectif que nul n'avait anticipé. La Grande Guerre tua plus de 15 millions de personnes, dont la grande majorité étaient des hommes européens dans la force de l'âge. Plus de 21 millions furent blessés. En France, le PIB chuta de 40%. En Allemagne, le recul fut encore plus brutal. Les empires austro-hongrois et ottomans disparurent de la carte. La Grande-Bretagne introduisit pour la première fois de son histoire le rationnement alimentaire. Mais au-delà des dégâts matériels, c'est le traumatisme psychologique de la guerre totale qui s'avéra le plus lourd de conséquences. Une génération entière d'Européens apprit que tuer, détruire et haïr ses voisins étaient des aspects ordinaires de la vie, et que les certitudes morales du XIXe siècle n'étaient que des formules vides. La Grande Guerre mit en forme les destinées de la génération qui allait façonner la guerre froide. Clément Attlee, futur Premier ministre britannique, combattit en Turquie et en Irak. Le capitaine Harry Truman se distingua lors de l'offensive Meuse-Argonne. Le sous-lieutenant Dwight Eisenhower entraîna des soldats pour le front. Konrad Adenauer, futur chancelier d'Allemagne de l'Ouest, était maire de Cologne dévastée. Joseph Staline, depuis son exil révolutionnaire en Sibérie, vilipenda la guerre. Ho Chi Minh, qui deviendrait le révolutionnaire vietnamien de la guerre froide, vit la France à genoux et forma le premier mouvement d'indépendance de son pays. Tous grandirent dans l'ombre des catastrophes de la Première Guerre mondiale. La guerre fractura les partis social-démocrates dans le monde entier. Certains soutinrent l'effort de guerre au nom de l'obligation nationale. D'autres, notamment les bolcheviks russes, condamnèrent le conflit comme une guerre entre capitalistes concurrents, dans laquelle les travailleurs n'avaient aucun intérêt. La Grande Guerre accéléra également la transformation des deux puissances qui allaient dominer le siècle. Elle fit des États-Unis l'incarnation mondiale du capitalisme, et elle fit de la Russie l'Union soviétique, un défi permanent au système capitaliste. En 1917, affaibli par 3 ans de guerre catastrophique, l'empire tsariste s'effondra. La monarchie fut renversée en mars par une révolution que personne n'avait vraiment organisée. Le gouvernement libéral-socialiste qui prit le pouvoir se montra incapable de mettre fin à la guerre ou d'en conjurer les effets économiques dévastateurs. Lénine, dont l'opposition à la guerre avait considérablement accru le prestige politique, rentra précipitamment de son exil suisse à bord d'un train scellé que les Allemands lui avaient gracieusement fourni. Ils espéraient qu'il ferait sortir la Russie du conflit. Son slogan, « La terre, le pain, la paix », répondait exactement aux attentes des masses épuisées. En novembre 1917, alors que le gouvernement provisoire s'était encore affaibli par ses querelles internes, les bolcheviks s'emparèrent du pouvoir à Pétrograd et à Moscou par un coup d'État.
La Révolution d'Octobre, ainsi nommée d'après l'ancien calendrier russe, déclencha une profonde transformation. En 1918, les bolcheviks dissout l'Assemblée constituante élue et proclamèrent la République socialiste fédérative soviétique de Russie. La guerre civile qui s'ensuivit, opposant l'armée rouge bolchevique à une armée blanche hétéroclite, fit 2 millions de morts supplémentaires. En 1922, la République soviétique russe devint le cœur de l'Union des républiques socialistes soviétiques, fédération de 16 républiques taillées dans l'ancien empire et toutes gouvernées par les bolcheviks. Les alliés occidentaux de la Russie tsariste intervinrent militairement dans la guerre civile, d'abord pour maintenir le pays dans le conflit contre l'Allemagne, puis de plus en plus ouvertement contre le régime bolchevique lui-même. Cette intervention eut l'effet inverse de celui escompté. Elle convainquit les recrues bolcheviques que le monde capitaliste ne reculerait devant rien pour les détruire, et elle permit à Lénine de se poser en défenseur de la Russie contre les étrangers. L'arrivée au pouvoir des bolcheviks terrifia les élites occidentales. Lénine avait non seulement retiré la Russie de la guerre, mais il avait proclamé que l'objectif suprême de son État était de provoquer la révolution dans tous les pays européens, de préférence par la violence, comme à Pétrograd. Dans la presse américaine, il était rare de voir les communistes mentionnés sans les qualificatifs de « meurtriers » ou de « sauvages ». Wilson, plus mesuré, percevait le projet soviétique comme une forme concurrente d'internationalisme, une alternative à sa propre vision wilsonienne d'un ordre mondial libéral. Les espoirs des bolcheviks de voir la révolution s'étendre rapidement à l'Europe furent systématiquement déçus. À Berlin, le soulèvement des socialistes de gauche fut écrasé en janvier 1919, et ses dirigeants, Karl Liebknecht parmi eux, furent assassinés. La République soviétique bavaroise ne survécut que 27 jours avant d'être défaite en mai 1919 par les restes de l'armée allemande dans les rues de Munich. En Hongrie, les communistes résistèrent plus longtemps, mais la République soviétique hongroise s'effondra en août 1919 sous les coups de troupes roumaines soutenues par la France et la Grande-Bretagne. Au début des années 1920, il était clair qu'aucune autre révolution communiste ne suivrait celle de Russie, du moins, pas dans l'immédiat. Après la mort de Lénine en 1924, le Parti communiste fut progressivement pris en main par Iosif Djougashvili, un révolutionnaire géorgien qui s'était surnommé Staline, l'homme d'acier. Né en 1878 dans une bourgade rurale de Géorgie, peu instruit, il avait travaillé pour Lénine depuis l'âge de 21 ans, se spécialisant dans les tâches les plus périlleuses, braquage de banques et assassinats occasionnels. En 1922, il était devenu secrétaire général du Parti communiste, soit le chef de l'administration centrale du parti. 6 ans plus tard, après avoir écrasé successivement tous ses rivaux politiques, il régnait sans partage sur le parti et sur l'État soviétique. Pour consolider ce pouvoir, Staline et ses partisans s'appuyèrent sur les immenses ressources naturelles et humaines de l'ancien empire, sur la capacité d'organisation du Parti communiste, sur la planification centralisée de l'économie et de la société, et sur la terreur exercée contre les ennemis réels et imaginaires. Son ambition était une société totalitaire où chacun se soumettrait à une volonté unique et à un ensemble d'objectifs unifiés dans la construction du socialisme. Il n'y parvint jamais tout à fait, mais l'État qu'il construisit impressionna amis et adversaires par son apparente efficacité. Le coût humain de cette entreprise fut colossal. Lénine avait déjà mis en place un régime de terreur en faisant exécuter au moins 100 000 personnes sans aucune forme de procès, des « ennemis de classe » ou des serviteurs de l'ancien régime. Il avait également instauré la dictature d'un parti unique et l'intolérance absolue à l'égard de toute opposition. Mais Staline, que ses proches collaborateurs appelaient le Vozd, le patron, poussa ses principes meurtriers et antidémocratiques jusqu'à des dimensions génocidaires. Les campagnes contre Trotsky et ses soutiens dans les luttes de succession des années 1920 donnèrent la mesure de ce qui allait suivre. Puis vint la campagne terrifiante contre les koulaks, les paysans aisés, que Staline entendait exterminer en tant que classe, pour faciliter la collectivisation des terres agricoles. Pendant que l'URSS édifiait son socialisme de guerre dans la douleur, les États-Unis gagnaient le monde à leur modèle. Si le retrait américain de la Société des Nations marqua la fin du wilsonisme diplomatique, il ne signifiait nullement un repli des États-Unis sur eux-mêmes. Au contraire, dans les années 1920, les échanges culturels et commerciaux entre l'Amérique et l'Europe atteignirent des sommets inédits. Les produits de consommation américains, automobiles, machines à laver, aspirateurs, postes de radio, films, transformèrent les familles et les sociétés bien plus profondément que n'importe quel projet politique. Le centre financier mondial se déplaça de Londres à Wall Street. Cette américanisation alla plus loin que la seule diffusion de biens de consommation. Les méthodes américaines de gestion et de production, le Fordisme, avec sa chaîne d'assemblage, sa précision et sa spécialisation, s'imposèrent dans les usines d'Europe occidentale. Fait significatif, elles furent adoptées avec le même enthousiasme par les libéraux, les fascistes, les nazis et les communistes soviétiques. Les attitudes et les idéaux changèrent aussi en profondeur.
La notion même d'occuper un emploi à horaire et salaire régulier était étrangère à la plupart des Européens au tournant du siècle. L'américanisation de L, après 1918, paracheva le basculement vers une économie de marché aux caractéristiques distinctivement américaines. Ce bouleversement rapide engendra un climat de peur intense dans une grande partie de l'Europe et au-delà. Les craintes les plus destructrices se cristallisèrent autour de l'humiliation individuelle ou nationale et de la destitution économique. On prétendit que des radicaux, des juifs, des capitalistes, des communistes ou des États voisins cherchaient à exploiter ceux qui avaient déjà tant souffert et tant sacrifié pendant la Grande Guerre. Cette peur nourrit des mouvements nationalistes autoritaires comme le fascisme et le nazisme, mais elle engendra aussi de nouvelles formes de pensée antirévolutionnaire focalisées sur la menace que le communisme et la révolution russe faisaient peser sur la religion, la liberté individuelle et la mobilité sociale par le mérite. Aux États-Unis, la Red Scare de 1919-1920 aboutit à des arrestations et à des déportations de militants radicaux présumés, à des restrictions sur la liberté d'expression et à l'assistance fédérale aux employeurs pour briser les grèves. Dans ce contexte de peur, l'Internationale communiste, la Troisième Internationale, ou Comintern, fondée par Lénine en 1919, devint l'outil de diffusion mondiale du modèle bolchevique. Construite sur le principe d'une direction soviétique centralisée et forte, elle regroupait des partis communistes dans de nombreux pays, tous structurés à l'image des bolcheviks. Le Parti communiste chinois, fondé en 1921, collabora avec le Gomindan, la formation nationaliste de Sun Yat-sen. En Iran, le Parti communiste fut poussé dans la clandestinité. En Afrique du Sud, le Parti communiste, également fondé en 1921, travailla au sein du Congrès national africain et fournit nombre de ses dirigeants dans la lutte contre l'apartheid. La Ligue contre l'impérialisme, fondée à Bruxelles en 1927, premier mouvement anticolonial mondial, était pour l'essentiel financée et organisée par le Comintern. Tels furent, en définitive, les points de départ de la guerre froide. Non pas la conférence de Yalta, ni le rideau de fer prononcé par Churchill à Fulton, ni même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette longue séquence historique qui, du tournant du XXe siècle à la consolidation du stalinisme dans les années 1920 et 1930, avait façonné deux empires porteurs de deux visions antagoniques du monde et de l'humanité. D'un côté, les États-Unis, une puissance capitaliste convaincue de sa supériorité civilisationnelle, animée par la conviction que son modèle, la démocratie libérale, l'économie de marché, la société de consommation, représentait l'horizon universel de l'humanité, et que sa mission historique était d'en faciliter la diffusion à travers le globe, au besoin par la force. De l'autre, l'Union soviétique, un État sorti de la plus grande révolution sociale du siècle, gouverné par un parti qui se réclamait de la mission inverse, abattre le capitalisme mondial et libérer les travailleurs et les peuples colonisés de leur exploitation, et dont la volonté de survie et de puissance avait produit l'un des régimes les plus violemment répressifs de l'histoire moderne. Ce que la génération de la Grande Guerre avait vécu et pensé forma la matière première à partir de laquelle fut construite la guerre froide. Les peurs, les espoirs, les haines et les rêves nés dans les tranchées de la Somme, dans les rues révolutionnaires de Pétrograd, dans les usines de Détroit et dans les colonies asiatiques et africaines en fermentation. Tout cela se retrouverait bientôt dans les discours, les stratégies et les décisions qui allaient diviser le monde en deux blocs. La guerre froide, dans ce sens, ne commença pas après 1945. Elle avait été en gestation depuis le début du siècle, depuis le moment où deux empires chargés de missions universelles et incompatibles commencèrent à se mesurer du regard à travers l'océan d'un monde en crise. Comment un régime fondé sur la terreur et la subjugation put-il séduire autant d'hommes et de femmes intelligents et dévoués à travers le monde? La réponse tient en grande partie dans l'échec spectaculaire du capitalisme lui-même. Si le système capitaliste n'avait pas sombré aussi profondément, le communisme n'aurait jamais conquis l'adhésion de larges franges des milieux intellectuels et des mouvements ouvriers à l'échelle mondiale. Aux yeux de beaucoup, le capitalisme avait d'abord produit la guerre coloniale et l'exploitation. Après le krach boursier de 1929, il produisit la misère, y compris dans les économies industrielles les plus avancées. En l'espace de 3 ans après le krach, le PIB mondial chuta d'environ 15%, avant de stagner durablement. Dans les années 1930, le capitalisme mondial semblait résolu à sa propre destruction, et il était aisé d'enflammer l'opinion contre lui au profit d'idéaux de justice sociale et de défense des communautés locales, même lorsque ces idéaux étaient portés par des thugs et des assassins. L'Union soviétique ne fut pas la seule puissance collectiviste à contester le libéralisme capitaliste dans les années d'entre-deux-guerres. En Italie, les fascistes de Mussolini affirmaient que leur synthèse de nationalisme et de socialisme était la voie de l'avenir. En Allemagne, un jeune extrémiste autrichien, Adolf Hitler, tenta de s'emparer du pouvoir à Munich en 1923, 4 ans seulement après la défaite de la République soviétique bavaroise. Il échoua, mais son parti, le NSDAP, bâti sur un nationalisme extrême, un anticapitalisme virulent et un antisémitisme déchaîné,
se constitua en alternative à la fois à la République de Weimar et à ses challengers communistes. Aux élections de 1928, les nazis ne recueillaient encore que moins de 3% des voix. Après que la crise économique mondiale eut frappé l'Allemagne de plein fouet, 40% de chômage, inflation galopante, ils obtinrent 18% en 1930, puis 37% 2 ans plus tard, devenant de loin le premier parti du pays. Hitler prit le contrôle du gouvernement allemand en 1933 et en fit un État à parti unique, à l'image de l'Union soviétique et de l'Italie. Au milieu des années 1930, il semblait que non seulement le capitalisme, mais le pluralisme politique lui-même fussent morts ou agonisant partout, sauf en Grande-Bretagne et dans ses dominions, et aux États-Unis. Les nouveaux États à parti unique formaient un défi collectiviste aux idéaux capitalistes. Bien qu'ils partageassent un même mépris pour la liberté individuelle, les pratiques démocratiques, la bourgeoisie et les partis social-démocrates de masse, ils se considéraient mutuellement comme des ennemis mortels, chacun s'efforçant d'exterminer toute idéologie rivale sur son territoire. L'Union soviétique se distinguait toutefois des régimes fascistes et nazis sur un point essentiel. Le communisme, en dépit du nationalisme soviétique affiché par Staline, demeurait fondamentalement internationaliste dans sa doctrine, se réclamant de la solidarité mondiale des travailleurs et de la justice sociale à l'échelle planétaire. C'est ce qui explique l'étrange paradoxe de militants communistes qui, en Europe et ailleurs, comptaient souvent parmi les adversaires les plus courageux et les plus désintéressés des dictatures fascistes dans leur propre pays, tout en refusant obstinément de dénoncer la répression stalinienne en URSS. Au moment précis où le nazisme et le fascisme prenaient de l'ampleur, la politique du Comintern contribua à désarmer la résistance ouvrière. Entre 1928 et 1935, l'Internationale communiste définit les socialistes et les sociodémocrates comme des « social-fascistes », prétendant qu'il n'existait aucune différence réelle entre Adolf Hitler et des démocrates comme le libéral Gustav Stresemann ou le social-démocrate Hermann Müller. Herbert Frahm, qui deviendrait chancelier de l'Allemagne de l'Ouest sous le nom de Willy Brandt, condamna dès cette époque les attaques communistes contre les autres partis de gauche, les accusant de faciliter indirectement la montée d'Hitler. En 1932, le Parti communiste allemand comptait 300 000 membres et 100 représentants au Reichstag. Il s'en tint pourtant aux positions du Comintern, résumées dans cette formule lapidaire. Le fascisme n'est que l'aile militante de la bourgeoisie, soutenue activement par la social-démocratie, qui n'en est que l'aile modérée. La grande purge des années 1930 consolida encore davantage l'emprise de Staline. Convaincu, ou feignant de l'être, que de vastes complots tramaient la subversion du pouvoir communiste depuis l'intérieur même de l'URSS, il se retourna contre tous ceux qui pouvaient lui sembler une menace. Les arrestations, déportations et exécutions d'ennemis de classe présumés n'étaient certes pas nouvelles dans l'Union soviétique. Mais la grande purge de la fin des années 1930 visa aussi les membres du Parti communiste lui-même. En 1937, plus personne n'était à l'abri. Près d'1 million de personnes furent exécutées pour des crimes largement inventés de toutes pièces. Plusieurs fois ce nombre périrent de famines délibérément provoquées, d'épuisement dans les camps de travail, ou de mauvais traitements lors des grandes déportations. Parmi les arrêtés figurait la quasi-totalité des dirigeants originels du parti bolchevique, comme si le règne de Staline ne pouvait être sécurisé qu'à la condition d'éliminer tous ceux qui avaient été témoins de son ascension. Nikolaï Boukharine, le collègue préféré de Lénine, fut arrêté et exécuté en 1938, après avoir signé, sous la torture, et vraisemblablement, par une loyauté pervertie à l'égard du parti qu'il avait contribué à fonder, une confession en partie rédigée par Staline lui-même. Ces procès de Moscou firent étrangement peu pour ébranler la foi des communistes étrangers. La majorité d'entre eux adoptèrent la version soviétique. Staline avait sauvé l'URSS des attaques de ses ennemis. Puis vint la guerre d'Espagne, qui sembla d'abord une occasion de rassembler toutes les forces antifascistes. Des communistes venus du monde entier rejoignirent les brigades internationales pour combattre le général Franco, soutenu par Hitler et Mussolini dans sa tentative de renverser le gouvernement constitutionnel républicain. Des anarchistes, des syndicalistes et des sociodémocrates les rejoignirent. Mais les puissances démocratiques refusèrent de s'impliquer, et au printemps 1939, la résistance fut finalement écrasée. Entre-temps, suivant les instructions de Staline, les conseillers soviétiques avaient consacré autant d'énergie à organiser les communistes pour qu'ils combattent les sociodémocrates, les anarchistes et les trotskistes en Espagne qu'à lutter contre Franco. La guerre d'Espagne perdue apprit aux communistes comme aux sociodémocrates l'étendue de ce qui les divisait. Elle leur enseigna aussi que la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ne se dresseraient contre Hitler que dans les circonstances les plus extrêmes. La seconde moitié des années 1930 mérite à juste titre d'être appelée l'ère de l'apaisement. La Grande-Bretagne avait perdu son rôle de première puissance mondiale et ses élites n'étaient pas disposées à affronter la montée en puissance d'Hitler. La France était militairement affaiblie et politiquement divisée. Les États-Unis n'avaient aucun appétit pour s'engager dans une nouvelle guerre européenne. En 1936, 95% des Américains pensaient que leur pays devait rester à l'écart de tout conflit en Europe,
et le souvenir de l'intervention de la Première Guerre mondiale, considérée par la plupart comme une croisade manquée, pesait lourdement sur la politique étrangère de Roosevelt. Hitler avala l'Autriche en 1938, puis la partie occidentale de la Tchécoslovaquie au début de 1939. Britanniques, Français et Américains ne firent rien pour l'en empêcher. Face à cette passivité occidentale, Staline tira la seule conclusion qui lui semblait logique. Convaincu que les puissances capitalistes occidentales se satisferaient volontiers de sacrifier l'URSS à l'agressivité allemande, il fit le mouvement qui allait déclencher la Seconde Guerre mondiale. En août 1939, il signa avec l'ennemi qu'il redoutait le plus, Adolf Hitler, un pacte de non-agression. Ce pacte ne se bornait pas à l'engagement réciproque de ne pas s'attaquer. Il comportait aussi le partage de l'Europe orientale entre les deux dictateurs. La Pologne occidentale reviendrait à Hitler. Le pacte ouvrait à Staline la voie vers la Pologne orientale, la Finlande, les États baltes et la Roumanie. La réaction dans le monde entier fut d'incrédulité et de fureur. Hitler attaqua la Pologne le 1er septembre. 2 jours plus tard, en vertu de leurs engagements de défense envers Varsovie, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Le 17 septembre, les Soviétiques avancèrent en Pologne par l'Est. La nouvelle guerre sembla d'abord si peu dynamique qu'on l'appela la drôle de guerre. Staline s'obstinait à vouloir capitaliser sur son pacte avec Hitler, même quand les avertissements se multiplièrent que les nazis préparaient une attaque contre l'URSS. Le Vosde qualifiait le conflit de guerre entre 2 groupes de pays capitalistes, les riches et les pauvres en colonies et en matières premières, se disputant la redistribution du monde, dans laquelle les communistes n'avaient aucun rôle à jouer. Le printemps 1940 mit brutalement fin à la drôle de guerre. Les forces allemandes occupèrent les Pays-Bas et la Belgique, percèrent les lignes françaises et attaquèrent le Danemark et la Norvège. La France capitula le 18 juin. Pendant une année angoissante, la Grande-Bretagne fut seule face à une Allemagne nazie qui dominait le continent. Pour les Britanniques, comme pour la plupart des peuples sous occupation allemande, les Soviétiques semblaient clairement rangés du côté allemand. Pour les communistes du monde entier, le pacte entre Moscou et Berlin constitua la première épreuve sérieuse de leur foi. La plupart s'en tinrent à la version soviétique. La Seconde Guerre mondiale, comme la première, était une guerre entre brigands capitalistes dans laquelle les communistes n'avaient nulle part à prendre. Woody Guthrie, le chanteur folk pionnier, alors sympathisant communiste en Californie, fut licencié de son premier emploi à la radio pour avoir refusé de condamner Staline. Mais pour les communistes français, néerlandais, tchèques ou norvégiens qui voyaient leur société subir le plein choc de l'occupation nazie, la fiction était de plus en plus difficile à maintenir. En Norvège, certains communistes rejoignirent d'autres militants de gauche pour résister à la présence allemande. Les directions des partis communistes ne l'entendaient pas ainsi. Georgi Dimitrov, chef bulgare du Comintern, instruisit le Parti communiste français que la guerre n'était pas une guerre de la démocratie contre le fascisme, mais une guerre impérialiste et réactionnaire menée conjointement par la France et l'Allemagne. Staline alla jusqu'à renvoyer en prison en Allemagne des communistes allemands qui avaient fui l'oppression nazie, pour témoigner de sa bonne foi envers Hitler. Hitler, lui, n'avait jamais renoncé à son projet de long terme, attaquer et détruire l'Union soviétique. Il attendait simplement le moment favorable pour violer son traité avec Moscou. À l'été 1941, avec la majeure partie de l'Europe occupée, la Grande-Bretagne isolée et aucun signe d'implication directe des États-Unis dans le conflit, il jugea que le moment était venu. Le 22 juin 1941, 117 divisions allemandes franchirent la frontière soviétique, tandis que la Luftwaffe dévastait les aérodromes soviétiques. Staline fut si sidéré qu'il refusa pendant plusieurs heures d'admettre qu'il faisait face à une offensive allemande à grande échelle. Le 29 juin, il gronda à ses plus proches camarades une phrase révélatrice. L'attaque continua. En novembre 1941, les troupes d'Hitler avaient conquis la Biélorussie, les États baltes et l'Ukraine occidentale, assiégé Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg, et se trouvaient à moins de 10 km de Moscou. Les années écoulées depuis 1914 avaient bouleversé l'ordre mondial à un degré que nul n'aurait pu anticiper en ce mois d'août où les nations européennes avaient marché gaiement vers leur propre destruction. La Première Guerre mondiale avait ravagé l'Europe et ouvert la voie à des mouvements anticapitalistes radicaux résolus à transformer le monde dans une direction collectiviste. Dans les pays colonisés, la résistance couvait. Les États-Unis étaient devenus la puissance la plus puissante du globe, mais, sauf dans le domaine économique, restaient profondément incertains quant à leur rôle mondial. La guerre froide idéologique, le communisme contre le capitalisme, s'était intensifiée, mais elle n'avait pas encore produit un système international bipolaire d'États opposés. En 1941, c'était l'Allemagne nazie, portée par un nationalisme agressif, qui semblait tirer le principal bénéfice de cet état de choses. Mais si les Allemands avaient atteint la plupart de leurs objectifs européens, ils n'avaient pu ni mettre la Grande-Bretagne à genoux ni sortir l'URSS du conflit. Ces deux irréductibles, diamétralement opposés dans leur orientation idéologique,
allaient désormais forger une alliance de convenance pour vaincre leurs ennemis communs et redessiner la carte du monde. C'est de cette alliance improbable, et de la tension qui la déchirait au moment même où elle se constituait, que naîtrait la guerre froide proprement dite. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.